Elle semble être une mère ordinaire sur les réseaux sociaux. Mais les apparences peuvent être trompeuses. Cette femme, sa sœur et leur amie sont maintenant accusés d'avoir tailladé à mort une autre mère en plein jour dans une rue. Et je vais vous montrer la vidéo de Good Citizen sur YouTube qui montre l'une de ces présumées meurtrières adressant un sourire à la caméra alors qu'elle est emmenée en prison pour un meurtre présumé sanglant et horrible. Nous suivons l'affaire présentée par Law and Crime. Je suis Chris Stewart. Nous parlons ici d'un crime sanglant, vraiment horrible, et il aurait été commis en plein jour, coûtant la vie à une mère de 5 enfants dans une rue du Texas. Et pour rendre les choses encore plus troublantes, les tueurs présumés, franchement, ne semblent pas du tout perturbés par la possibilité de passer le reste de leur vie en prison. Et dans un instant, vous entendrez ce que l'un des suspects aurait déclaré à la caméra lorsque la police les a placés en garde à vue. Mais c'est de cette femme dont nous devons parler, la victime dans cette affaire, Caroline Pena. Ses amis l'appelaient Caro, la femme qui a perdu la vie jeudi dernier. Voici une vidéo qu'elle a publiée plus tôt ce mois-ci, où l'on semble la voir partir passer une journée sur l'eau avec sa famille. Caro avait 32 ans, mère de 5 enfants, amie de beaucoup de personnes. Et il n'est pas clair pour l'instant ce qui se passait dans sa vie au moment de son meurtre. Et on ne sait pas comment elle a croisé les 3 femmes aujourd'hui accusées de l'avoir tuée. Et nous allons passer en revue ce que la police dit être prétendument arrivé à Pena, sur une rue très fréquentée du Texas, en plein jour. Mais avant d'en arriver là, je veux parler de ces suspects. Regardez ce TikTok ici. Ceci a été publié par l'une des filles accusée d'avoir tué Pénin à coups d'arme blanche. Elle s'appelle Kitty Mia Diaz. Elle a 21 ans et elle a publié cette vidéo il y a seulement quelques semaines, le 9 juin. C'est une vidéo d'elle et de son fils de 4 ans et elle parle de combien elle aime son fils et vit pour lui. Quelques jours plus tard, elle publie: Je me suis toujours demandé ce que ça faisait d'être aimé inconditionnellement. Maintenant, je sais. Elle montre alors des photos de son fils et la légende. Il est écrit, je cite, Mon Gigi, celui qui m'a sauvé la vie d'une manière qu'il ne comprendra jamais complètement. Le jour où il est entré dans ma vie, il m'a donné une raison d'être plus fort, meilleur et de continuer à avancer. Chaque sourire, chaque câlin, chaque maman me rappelle à quel point je suis béni. Il est ma plus grande réussite, ma plus grande motivation et la paix de mon cœur qui marche hors de mon corps chaque jour. Peu importe à quel point la vie devient difficile. Le voir suffit à donner un sens à tout cela. Je t'aime plus que les mots ne pourront jamais l'exprimer. Mon doux petit garçon, mon Gigi, merci de m'avoir sauvé, de m'avoir donné un but et de m'avoir montré un amour si pur et inconditionnel. Tu seras toujours ma plus grande bénédiction. Fin de citation. Et quand tu entends ça, tu te demandes simplement comment la personne que tu vois sur ce TikTok peut être la même que celle sur la photo d'identité judiciaire, maintenant détenue pour un meurtre brutal. Et la voici aux côtés de sa sœur et de leur amie. Maintenant, la sœur de Kitty Diaz s'appelle Cookie Diaz. Officiellement, elle s'appelle Amaya Cookie Diaz. Elle a 19 ans, donc c'est la sœur cadette. Et puis leur amie, qui a aussi été arrêtée dans cette affaire, c'est Kiandra Renefaz. Elle a 21 ans. Donc je vous présente qui elles sont avant d'entrer dans les détails de ce qui serait arrivé, parce qu'il est vraiment difficile de croire qu'elles puissent être accusées de ce crime. Et un crime aussi horrible que celui que la police dit avoir eu lieu à Del Rio, au Texas, la semaine dernière. Maintenant, Del Rio, c'est une ville frontalière. Et si vous en avez déjà entendu parler, c'est probablement à cause des actualités sur l'immigration. La police dit que la semaine dernière, jeudi, ils ont reçu un appel à 14h10 parce qu'ils devaient se rendre dans un hôpital local. Une victime de coups de couteau venait d'arriver. Et lorsque les agents sont arrivés, c'est là qu'ils ont trouvé Caro Pena. Elle avait été poignardée plusieurs fois et ses blessures étaient si graves qu'elle a été envoyée à San Antonio pour tenter de lui sauver la vie. Alors qu'elle est envoyée à San Antonio, la police commence à enquêter sur cette affaire et à essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et la police affirme avoir déterminé que Pena aurait été poignardée dans le secteur du 800 de la 10e rue à Del Rio. Nous avons saisi cette adresse dans Google Earth. Voici l'image qui en est sortie. Cela vous donne simplement une idée du type de rue où ce crime aurait eu lieu. Les amis de Pena ont déclaré à la chaîne Ken's Five qu'il y avait des images qui circulaient sur les réseaux sociaux. Elles devenaient virales localement, montrant Pena apparemment impliqué dans cette altercation avec ses agresseurs. Ils affirment que la photo montrait un t-shirt rose taché de sang et elle était entourée de 3 femmes. Nous n'avons pas pu voir ces images car elles ont été retirées des réseaux sociaux. Mais dans les 2 heures suivant l'arrivée de Pena à l'hôpital et l'appel de la police pour enquêter,
Et il n'est pas clair comment Pena est arrivé à l'hôpital. La police a procédé à des arrestations dans cette affaire. Ils ont arrêté Kitty et Cookie Diaz. Il existe un compte YouTube intitulé Good Citizen à Del Rio et ils ont filmé leur arrestation. Kitty Diaz est placée dans la voiture de police. Et voici Cookie Diaz qui sourit. Elle fait même un commentaire à la caméra. Cela s'est passé vers 4 heures de l'après-midi. Caro Pena, environ 5 heures plus tard, a perdu la vie. Elle est morte vers 9 heures à San Antonio. C'est la troisième personne arrêtée qui serait une amie de Cookie et Kitty. Elle s'appelle Kiandra Faz. La police reste très discrète sur l'affaire. Il ne donne pas plus d'informations que ce que j'ai dit. Nous ignorons pour l'instant ce qui a déclenché la confrontation entre Pena et ses agresseurs présumés, ou si elle les connaissait auparavant. La police n'a pas encore donné de mobile possible dans cette affaire. Il est également choquant que cette affaire ait eu lieu en plein jour et par l'endroit où elle s'est produite. Citation. Ce n'est pas arrivé dans une ruelle sombre, mais à l'angle du Sonic, sur une de nos routes les plus fréquentées, en plein jour. C'était l'un des amis de Peña qui parlait à la chaîne de télévision Ken's. Selon Fox News, la police déclare que Peña a été poignardé 2 fois dans le dos et une fois dans le ventre. On ne sait pas clairement quelle fille aurait porté les coups de couteau, ni si une seule d'entre elles était armée. Selon Fox News, les 3 suspects se trouvent actuellement dans un centre de détention à Del Rio. La police affirme qu'elle continue de recueillir des preuves. D'autres chefs d'accusation pourraient encore être retenus et ils tentent, je cite, d'établir toutes les circonstances de cet incident. Nous avons discuté avec le greffier local qui a indiqué qu'il n'y a pas encore de date d'audience pour les suspects, car elles n'ont pas été inculpées. Cela viendra du procureur. On ne sait pas encore dans quel délai cela se fera. Une autre amie de Pena a déclaré ceci à Fox News à propos de cette image qui circulerait en ligne montrant cette altercation entre Pena et ses agresseurs présumés. Je cite, cette fille, c'était une battante. Elle tenait toujours tête. Cette amie a également publié ceci sur Facebook disant que Caro avait essayé de l'appeler peu de temps avant que cette agression présumée n'ait lieu. Citation. La dernière photo qu'on a prise il y a quelques jours, tu me manques énormément. Je m'en veux de ne pas avoir pu répondre à ton dernier appel aujourd'hui, au travail. Dieu seul sait pourquoi il fait les choses, mais je sais que si j'avais été là, rien de tout cela ne serait arrivé. Je t'aime, B, et tu seras toujours la sœur que je n'ai jamais eue. Ça va me manquer de t'appeler à 5h30 du matin en te disant B, j'ai besoin de parler à quelqu'un. Tes mots exacts étaient toujours parle-moi, B. Tu vas me manquer quand tu me disais non, tu ne te contentes pas de peu. Tu es un patron. Une vraie B. Je sais que si j'étais sorti du travail quelques minutes plus tôt, je ne t'aurais pas laissé descendre seul. Tu le sais. Mon cœur souffre, B. Mes enfants souffrent. Tu es parti, mais tu n'es pas oublié. Nous accueillons maintenant l'ancien détective du NYPD, David Sarny, pour discuter de cette enquête sur Law and Crime. Donc la victime, cette mère de 5 enfants, on a vraiment de la peine pour sa famille, pour ses enfants. Vers 14 heures, la police a reçu un appel signalant sa présence à l'hôpital. L'arrestation que l'on voit dans cette vidéo qui circule maintenant sur les réseaux sociaux a eu lieu vers 4 heures, donc il s'est écoulé environ 2 heures entre le début de l'enquête et l'arrestation. Qu'est-ce que cela vous dit en tant que personne ayant mené ce type d'enquête? Eh bien, merci de m'avoir invité. En fait, ces affaires avancent vite et évoluent sans cesse, surtout dans un incident comme celui-ci. Il y a eu une attaque au couteau. Vous retournez sur la scène du crime où cela s'est produit. Près de Sonic ou d'un autre complexe, vous recueillerez des témoignages et des enregistrements de caméras de surveillance. Cette zone paraît inaccessible sans véhicule. Il y aura donc sûrement des caméras ayant pu enregistrer une plaque d'immatriculation. Et ensuite, ils partent de là. C'est très fluide, les détectives agissent très rapidement parce que quelqu'un va aller à l'hôpital pour en savoir plus sur la victime. Des détectives se rendent sur la scène du crime pour trouver témoins, preuves, vidéos. Tout s'est accéléré. Agression au couteau, puis arrestation en moins de 2 heures. C'est vraiment un excellent travail de leur part, mais ce n'est qu'une partie de l'affaire. Ce n'est pas parce qu'il y a une arrestation que l'affaire est forcément terminée. Il reste encore beaucoup de travail à faire par la suite. La vidéo qui circule en ligne montrant Cookie et Kitty en train d'être arrêtés est vraiment choquante. On comprend pourquoi cela fait la une des journaux. C'est comme le New York Post qui l'affiche, tu sais, en première page. C'est comme regarde ces filles souriantes en train de faire ça. Mais en ce qui concerne la partie enquête, quand tu as un suspect, et c'est Cookie qui plaisante en disant arrête de filmer. Et elle sourit dans cette vidéo, apparemment, pendant qu'on l'emmène. Comment ça impacte le dossier que tu es en train de monter et qu'un procureur finira par porter devant le tribunal? Eh bien, quand on a ce genre de situation, on appelle ça des perp walks, en quelque sorte. C'est presque un hasard où les policiers arrivent sur place, ils appréhendent là où les personnes et les font sortir. Parfois, ce perp walk
est utile car si la défense affirme qu'ils étaient désolés, qu'ils n'ont rien fait, mais qu'ils paraissaient joyeux et pensaient que ce n'était pas grave. C'est utile pour l'enquêteur car c'est un élément supplémentaire dans l'enquête. Il faut tout rassembler, faire une victimologie pour établir un lien entre victime et auteur. Il faudra ensuite prouver leur culpabilité au tribunal. Eh bien, mais il y avait suffisamment de motifs raisonnables pour que les enquêteurs procèdent à ces arrestations, à ces interpellations. Et on revient toujours au même point. Les perp walks sont essentiels car il peut s'y passer quelque chose, comme une conversation ou un mot échappé. Les attitudes émotionnelles qu'ils ont montrées et ce qu'ils ont dit, c'est, vous savez, si vous vous faites arrêter et que vous réagissez de cette façon, ce n'est pas quelque chose qu'on voit habituellement, surtout dans une affaire comme celle-ci. Les flics sont venus chez vous, vous ont arrêté et vous réagissez ainsi. C'est accablant dans le sens où on ne peut pas simplement dire qu'ils étaient désolés, qu'ils regrettaient. Peu importe ce que l'avocat de la défense avancera, ce sera un élément important à considérer lors du procès, s'il a lieu. Et vous savez, avant qu'on revienne aux détails de l'affaire, j'ai toujours ces moments, et c'est peut-être parce que je couvre ce genre de choses tout le temps, où je me dis qu'on regarde quelqu'un comme, vous savez, Cookie Diaz, elle a 19 ans. Si c'est une affaire de meurtre et qu'elle est reconnue coupable de meurtre, elle va au moins passer le reste de sa vie en prison. Évidemment, le Texas a la peine de mort. On peut en parler. Vous imaginez qu'en étant reconnu coupable, vous mangerez de la nourriture de prison toute votre vie. Pourtant, il y a aussi ce côté que vous connaissez sûrement déjà. Je veux dire, c'est plutôt que, vous savez, il n'est pas rare que les gens n'aient pas cette prise de conscience. Que, peu importe ce que vous aimiez faire dans votre vie, c'est fini. À part ce qui va se passer à l'intérieur de cette cellule de prison, si quelqu'un comme Cookie Diaz est reconnu coupable de meurtre. Oui, je veux dire, le décalage chez certaines personnes est incroyable. Et là, on parle de gens très jeunes. La criminalité augmente. On remarque des jeunes de 15 à 20 ans pour diverses raisons. Je le dis sans cesse, il y a une boussole morale cassée, une moralité brisée chez ces jeunes parce qu'ils ne comprennent pas. Ils sont obsédés par les réseaux sociaux, ils sont obsédés par les likes et ce genre de choses, et ils ont une déconnexion sociale où ils ne comprennent pas le like. Ce qu'est la vie, tu sais distinguer le bien du mal, mais eux brouillent beaucoup les frontières. Tu sais, quand je parle du fait de s'occuper des enfants, tu veux leur enseigner la structure, la discipline, le bien et le mal, la morale. Et quelque part, en chemin, ça se fracture. Je ne sais pas d'où ça vient, mais tu t'impliques dans un combat et c'est exactement ce que ça va être. Apparemment, c'est juste parce qu'il y a des images vidéo où la victime se fait agresser et ça ne te dérange pas. Et non seulement ça, il y a une arme impliquée où cette victime est poignardée non pas une fois ni deux fois, mais apparemment 3 fois. On ignore qui est l'auteur du coup de couteau ou qui a poignardé l'homme et la fille, mais tous agissent ensemble. L'enquête devra donc déterminer qui a réellement poignardé. S'il y en a peut-être plusieurs, nous le verrons selon les circonstances, car les blessures pourraient être des coups de couteau. Y avait-il plus d'un couteau impliqué? Y avait-il plus d'un auteur pour les coups de couteau? Tout cela sera révélé grâce à la vidéo de surveillance. Vous obtiendrez des mandats de perquisition pour les lieux, les téléphones portables et les ordinateurs afin de localiser les suspects et vérifier un lien avec la victime. Une photo montrant une partie de la dispute circulait sur les réseaux sociaux avant d'être supprimée. Apparemment, il y a un restaurant Sony qui est un peu impliqué, et vous savez, hein, il y a des caméras de surveillance là-bas. C'est une zone animée, vous savez, Del Rio est une petite ville. Je crois qu'il y a environ 35 000 habitants, mais quand même, il va y avoir des caméras de surveillance, des choses comme ça, qui vont tout voir. Donc on verra comment tout cela va entrer en jeu dans l'enquête. Le fait que vous ayez 3 suspects à ce stade et qu'il va y avoir une image qui montrerait prétendument les trois en train d'encercler la victime. Quelle importance s'il n'y a qu'une arme du crime et qu'on ignore s'ils la détiennent? Mais qui assène les coups de couteau et qui est simplement là? Par exemple, comment cela influence-t-il la nature des accusations? Cela dépend du procureur et de ses intentions, ce qui est un avantage. Les enquêteurs seraient aidés par une vidéo lors de l'interrogatoire. Et s'il y a un, deux ou trois auteurs de l'agression au couteau, car parfois il y a un maillon faible, la personne jugée la moins coupable. Ensuite, ils vont se concentrer sur cette personne pour voir si elle peut dire ce qui s'est passé. Parce que vous savez, quand on gère ce genre de situation, ils sont dans l'État de New York, ils agissent de concert. Donc si une personne est impliquée, il y en a trois autour. Cette vidéo est précieuse car ils ne peuvent pas prétendre être innocents. En participant ou en agressant, ils sont aussi complices du meurtre de cette jeune fille. Et je pense à, vous savez,
Et on ne sait pas encore quelle sera leur défense. On ne connaît pas les circonstances qui ont mené à cette altercation, vous savez, ni comment cela s'est produit, ni quoi que ce soit d'autre. Mais selon Fox News, les blessures de Carl Pena, elle a été poignardée 2 fois dans le dos et 1 fois dans le ventre. Comment cela influence-t-il le récit que vous élaborez si vous êtes un détective? Dans ce cas précis, que ce sont ces blessures qui ont fini par lui coûter la vie? Eh bien, il faut examiner la vidéo de surveillance et interroger ces filles pour comprendre ce qui s'est passé. C'est pour cela que tout dépend de la vidéo de surveillance et de ce qu'elles vont dire. Et vous regardez aussi les mains de l'auteur, parce que lorsqu'il s'agit d'un coup de couteau, est-ce qu'il y a une chance que l'auteur ou les auteurs aient été blessés? Donc, tous ces éléments entrent en jeu. Les détectives vont rester là, vous les avez arrêtés, maintenant vous allez faire le suivi. Maintenant, le temps commence un peu à ralentir, parce que maintenant vous les avez en garde à vue, vous faites vos interrogatoires, et s'ils demandent un avocat, alors vous allez travailler sur les autres éléments de preuve, tout élément physique trouvé et les mandats de perquisition. S'ils avaient un véhicule, comment sont-ils venus et repartis? Y en avait-il plusieurs? Ils vont obtenir les mandats de perquisition, ils vont saisir ces voitures, ils vont effectuer des perquisitions dans les lieux concernés pour savoir si l'arme du crime a été retrouvée. On ignore ce qui a été récupéré sur place. La scène de crime est connue, mais le couteau a-t-il été jeté? D'accord, s'ils ont jeté le couteau, on a de bonnes vidéos et d'autres preuves. Et s'il y a des témoins dans une petite ville, peut-être que des gens les connaissaient et ont raconté ce qui s'est passé. Ce sont ceux qui étaient impliqués et ils avaient des éléments pour confirmer ces informations avec la vidéo et l'identification des témoins, les témoins qui auraient pu être présents sur place. Oui, et cela peut être très important car je pense aussi à ces 3 personnes rapidement placées en garde à vue. Mais disons que tu as un suspect qui décide, peu importe lequel, qui décide de dire que ce sont les 2 autres qui l'ont vraiment fait, et que lui, il était juste là par hasard. On ne sait pas ce que montre la vidéo de surveillance, mais si tu as des témoins et une vidéo de surveillance, comment ça change la donne? C'est un peu le levier que tu as sur quelqu'un qui dit: «Et je veux parler, je veux coopérer avec l'enquête». Parce qu'on dirait que si tu es policier, tu n'aurais plus vraiment besoin de cette personne. Si tu veux que les 3 puissent être reconnus coupables de meurtre, Tu veux quand même rassembler toutes les pièces du puzzle. Parce qu'une chose qu'on sait, c'est qu'on ne peut pas toujours compter sur une seule preuve. J'ai déjà vu ça. Des preuves ADN contestées ont poussé le procureur à ne pas poursuivre une affaire simplement parce qu'on n'en avait qu'une. C'est comme ces fusillades où le procureur ne voulait pas poursuivre parce qu'il n'y avait qu'un seul témoin. Donc tu dois, peu importe ce que tu penses que c'est, tu dois construire ce dossier, cette enquête pour déterminer qui était impliqué. Même la vidéo qui est là, tu sais, ça fait partie de tout ça. Si tu obtiens des déclarations, elles s'ajoutent au dossier. Tu peux ensuite les remettre au procureur pour qu'il décide, surtout s'il est présent lors de l'interrogatoire. On ne sait pas vraiment comment, je ne sais pas comment ils travaillent au Texas, mais en ce qui concerne les détectives, nous allons faire tout le travail en amont avant d'entrer dans cette pièce. Et si l'on sait déjà qui est impliqué ou que cette personne était l'agresseur au couteau, en général, on va vers le maillon le plus faible, on découvre qui est le maillon le plus faible et on va lui parler en premier. quelle est votre réaction? Pour moi, un meurtre à l'arme blanche, c'est en fait tout meurtre est brutal. Vous savez, c'est un peu un terme cliché que les gens utilisent, mais poignarder quelqu'un en plein jour, dans la rue, sans essayer de se cacher comme on le ferait dans une maison. Je veux dire, à chaque fois qu'on voit ce genre d'affaire, qu'est-ce qui vous frappe le plus? Quand c'est quelque chose qui se passe littéralement au grand jour? La violence est tout simplement incroyable, c'est triste, c'est tragique de voir que cela arrive. On y revient toujours. Des personnes de plus en plus jeunes font cela. Et je ne sais pas, vous savez, est-ce qu'ils sont brisés? Est-ce qu'il y a quelque chose de cassé dans leur tête pour qu'ils pensent que c'est normal de faire ça? Du point de vue des forces de l'ordre, nous traitons le crime en tant que tel. C'est un crime violent. Nous l'abordons comme tel. Sur le plan social, je ne comprends pas toujours, surtout face à des groupes. Seul, on n'agirait pas ainsi, mais à deux ou trois, oui. Nous avons vu cela avec des vols et des fusillades où une personne seule ne l'aurait pas fait, mais en groupe, ils le font. Est-ce cela qui les a motivés? Voilà pourquoi. Dans ce contexte, il est important d'avoir les preuves que vous possédez avant d'entrer dans la pièce pour parler à l'une ou à toutes ces personnes. Parce que vous ne savez pas ce que signifie arriver sans préparation, vous devez vous assurer que tout est parfaitement prêt avant d'entrer dans cette pièce. Parce que vous voulez entendre ce qu'ils ont à dire, leur version de l'histoire, car la vidéo ne capture pas toujours l'audio. De cette façon, vous avez ce qu'ils ont dit. Parce que, comme je l'ai dit, je suis un peu fou. J'ai besoin de savoir ce qu'ils avaient en tête quand ils ont fait ce qu'ils ont fait. Parce que justement, à ce propos, vous savez, le jury va vouloir savoir pourquoi ils auraient fait ça.
Vous savez, si jamais on en arrive à ce point-là. Mais en même temps, s'il y a une vidéo qui montre l'acte de poignarder quelqu'un 2 fois dans le dos, une fois dans le ventre. Mais est-ce qu'on a vraiment besoin de ce mobile? Je suis sûr qu'ils vont en trouver un. J'ai l'impression qu'ils vont trouver un mobile. Ça ressemble juste à un de ces cas où il a forcément dû se passer quelque chose ici, vu la rapidité des événements. Mais est-ce que c'est vraiment quelque chose dont on a besoin quand on construit le dossier? Pas du tout. On n'a pas toujours besoin d'un mobile parce que le crime en lui-même, c'est l'action. Tu sais, s'il y a une sorte d'émotion, de trouble émotionnel, c'est pour ça que les enquêteurs doivent, tu vois, anticiper la défense, les défenses possibles qu'un auteur pourrait avoir. Donc, on veut certifier cela à travers l'enquête. C'est pour ça la vidéosurveillance. Maintenant, on sait ça. Elle a été poignardée 2 fois dans le dos, une fois dans le ventre. Enfin, elle a d'abord été poignardée dans le ventre, puis 2 fois dans le dos. Cela peut apparaître dans la vidéo ou lors des interrogatoires. On ne peut donc pas s'y fier uniquement. Et je reviens toujours à ça, même si tu penses savoir ce que tu as. Il y a toujours un jury qui peut croire ou ne pas croire ce que tu dis, parce qu'on doit tout appuyer, nous, la totalité des circonstances. On n'arrive pas toujours à un mobile. Je veux dire, parfois on y arrive, parfois non, mais en construisant le dossier, on peut finir par y arriver. Pourquoi? Quand il s'agit de ça, je sais où tu as travaillé. À New York, pas de peine de mort, mais au Texas, oui. Et quand tu regardes cette affaire, je veux dire, une attaque au couteau, en plein jour, en pleine journée, tout ça, une mère de 5 enfants. C'est un crime vraiment brutal, c'est certain. Ils sont jeunes. Je veux dire, je ne sais pas dans quelle mesure cela entre vraiment en compte dans la décision d'aller vers la peine de mort, mais quand tu regardes une affaire comme celle-ci et ce qui est allégué à ce stade, il y a encore beaucoup de choses que nous ne savons pas. Tu sais, est-ce que c'est le genre de choses qui en général remplit les critères dans des États comme le Texas, ou c'est une option qui est envisagée? Eh bien, ce serait au procureur de prendre cette décision. Et ensuite, s'ils veulent faire de cette affaire une affaire passible de la peine de mort. Cela dépendrait des preuves à présenter. S'il s'agissait d'un conflit en cours qui s'est terminé de cette façon, ou si c'était un moment fortuit dans leur vie où tous les trois se sont simplement retrouvés et ont fait cela. C'est pour cela que les détectives doivent le faire, car ainsi nous pouvons déterminer si oui ou non, et nous ne le faisons pas. En tant qu'enquêteur, je ne fais pas cela. Le procureur décide s'il demande la peine de mort dans cette affaire. Mais nous avons vu, vous savez, qu'au Texas, les peines sont très sévères. Ce n'est pas comme à New York où vous n'obtenez peut-être pas la punition que vous pensez mériter. C'est un crime grave. Et ce n'est pas seulement un crime grave. Les attitudes pendant la présentation du suspect sont hallucinantes. C'est tout simplement incroyable de penser que vous seriez menotté par la police chez vous et que vous agiriez de cette façon. Ça en dit vraiment long. Ça n'a aucun sens. Et vous savez, le seul contexte à cela, c'est que euh, Carl Pennan est mort que plusieurs heures après que cette vidéo ait été tournée. Mais quand même, je veux dire, si vous êtes soi-disant, vous savez, accusé d'avoir poignardé quelqu'un, on vous emmène menotté. Et même à ce moment-là, et je ne suis pas sûr, vous savez, dans la vérification des antécédents que j'ai faite, je n'ai vu aucun antécédent criminel chez eux. Peut-être ont-ils un casier de mineurs encore scellé ou similaire. Mais quand même, être dans ce moment-là et ne pas reconnaître la gravité de la situation, ou juste rire face à cette gravité et à l'impact que cela pourrait avoir sur ta vie, ça n'a jamais de sens quand on voit ça. Et malheureusement, nous avons vu des personnes accusées de crimes graves agissent ainsi devant la presse. Cela reste incompréhensible. Oui, Non, ça n'a jamais eu de sens. Tu sais ce que c'est? Je ne suis pas, je suis un enquêteur, je ne suis pas un pseudo-psychologue. Et c'est ça le truc. Je peux faire ce que je fais, c'est ça. S'il faut une évaluation psychologique, qu'ils la fassent eux-mêmes. Mais vous savez, cette défense sera réfutée par ce que les enquêteurs apporteront à ce dossier. Et c'est pour ça que c'est important, parce que le procureur fera partie de l'affaire, mais ce sont les détectives qui doivent obtenir les preuves, car tout repose là-dessus. Les faits comptent. Il ne s'agit pas de ce que je ressens, ni de ce que je pense. C'est ce que je peux prouver grâce aux preuves que je récupère sur une scène, des vidéos et tout ce genre de choses. oui, et nous verrons ce qui se passera ensuite. Nous verrons quelle est leur version de l'histoire, si jamais elle sort. L'ancien détective du NYPD, David Sarny. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur Law and Crime. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup de rester, Stacy. C'est tout pour On the Case, présenté par Law and Crime. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, Spotify et retrouvez-nous sur Peacock. Je suis Chris Stewart. À la prochaine.